Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, c'est un très, très grand plaisir pour moi que de modérer ce premier panel de ce colloque. Alors, permettez-moi tout d'abord d'exprimer tout le plaisir et l'honneur que j'ai de participer à ce colloque. Donc, tout d'abord, bien évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens au LASCAF, donc ce laboratoire où j'ai fait mes premiers pas de chercheur. Donc, pour moi, c'est un très grand honneur d'être aujourd'hui parmi vous. Deuxième élément, bien évidemment, je suis très honorée de participer à un colloque qui traite enfin, je dirais, de la fiscalité internationale. Donc, il s'agit ici d'un colloque indispensable aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu l'entendre à travers les présentations et notamment celle de notre professeur Si Zakraoui, qui s'excuse d'ailleurs puisqu'il a une soutenance. Donc, il m'a chargé de vous informer qu'il a été obligé de partir. C'est un colloque aujourd'hui qui est incontournable. Aujourd'hui, on ne peut pas évoquer la fiscalité nationale sans évoquer, bien évidemment, la fiscalité internationale. Et pour ce premier panel, qui a été qui porte plutôt sur le rôle de l'OCDE et de l'ONU dans la construction d'un nouvel ordre fiscal commun. Donc, il s'agit ici d'un panel qui s'inscrit au cœur des débats contemporains sur la gouvernance fiscale mondiale et surtout sur la recherche, comme nous l'a dit Sisra El-Zakraoui, donc d'un ordre fiscal plus juste, plus transparent et surtout plus inclusif. Alors, pour ce faire, donc, nous avons deux acteurs fondamentaux, qui est l'ONU et qui est l'OCDE. Donc, deux acteurs avec bien évidemment des visions souvent convergentes, divergentes, avec des intérêts différents, on le sait. Et justement, donc, ce premier panel va traiter de deux interventions euh, fondamentales, très intéressantes. Donc, la première va porter justement sur ce premier acteur, qui est l'ONU, avec l'intervention de Madame Sabrine Massi, ça, donc, qui va traiter de la thématique suivante, donc négocier une convention fiscale cadre de l'ONU, aperçu des volets de travail 1, 2 et 3. Je passerai ensuite la parole donc, à ma très chère collègue et amie, donc Aïda Aktata, qui va traiter donc, de la souveraineté et de la coopération fiscale internationale. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons écouter la première intervention donc, de Madame Sabri. Vous avez exactement 20 minutes. Voilà. Oui, bien sûr. Sbah al-Khir. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Sabrine, je travaille à l'IBFD, on est basé à Amsterdam et je suis spécialisée en fiscalité internationale, spécifiquement tout ce qui est coopération internationale, tout ce qui se fait au niveau des travaux de l'ONU et au niveau aussi également de l'OCDE. Donc moi, j'aimerais tout d'abord remercier l'OTE et la SCAF pour l'organisation et la mise en place de ce colloque. J'aimerais également remercier Sisra Zakraoui pour son introduction assez compréhensive et complète sur la mise à jour de ce qui se fait en ce moment en matière de fiscalité internationale. J'aimerais préciser une chose, quand on parle d'inclusivité, les débats actuellement à l'ONU on est vraiment au statut des prémices de cette... j'aime pas trop encore utiliser le nouvel ordre parce qu'on ne sait pas encore ce qui va advenir, mais on est vraiment dans les prémices, dans les débuts de la création d'une convention cadre. Quand on a parlé d'inclusivité jusqu'à maintenant, il faut absolument prendre en compte que l'inclusivité, ce n'est pas attendre d'être inclus à un débat. On l'a vu avec le projet BEPS de l'OCDE. Il y a eu une inclusivité qui a été mise en place par les pays de l'OCDE pour gagner une traction des pays en développement et pour avoir un maximum de pays en développement qui implémentent ce projet BEPS. Mais cette inclusivité a été très limitée. Et la limite de l'OCDE par rapport à cette inclusivité, c'est que les pays non OCDE, donc les pays principalement en développement,
n'était pas maître de l'agenda, n'était pas maître des travaux qui étaient mis en place. Donc, on ne décidait pas de ce qui allait être débattu, on ne décidait pas de quelle direction les débats devaient prendre. Et surtout, les votes et les mises en place des décisions n'incluaient pas les pays non OCDE. Donc, on n'avait pas vraiment la main sur les réformes qui prenaient place au niveau de l'OCDE. Et donc, on a eu un certain nombre de pays en développement qui ont commencé à critiquer les processus du cadre inclusif de l'OCDE parce qu'ils étaient mis au fait des travaux très très peu en avance. Donc, ils se retrouvaient à la table de négociation sur des sujets très techniques pour lesquels ils n'avaient pas la compétence ou ça n'était parfois pas non plus des questions que les pays en développement se posaient à l'époque. Et donc, de là, on a commencé à avoir une critique assez grandissante des pays en développement pour trouver un forum où on débattait de la fiscalité internationale à un niveau égalitaire entre tous les pays. Et c'est là qu'en 2022, le groupe africain au niveau de l'ONU a commencé à mettre en place une résolution pour introduire une convention cadre au sein de l'ONU. Alors, je pense que je peux utiliser mes slides. Voilà. Le début, ouais. Je peux les changer ? Ok, donc je vais vous faire un bref récapitulatif des prémices et de la mise en place de cette convention cadre et où est-ce qu'on en est maintenant à ce jour et les prochaines étapes. Donc ça a commencé en 2022, au printemps 2022, où le groupe africain au sein de l'ONU, on a une intervenante qui va nous donner plus de détails sur les travaux qui sont faits au sein du groupe africain, parce que ça a vraiment été le groupe africain qui a été le lead, pour le coup, pour la création de cette convention cadre, mais surtout pour la mise en place des résolutions et maintenant des débats. En novembre 2023, la première résolution a été votée. En décembre, elle a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui a donné suite en 2023 à la mise en place du comité organisationnel de la Convention cadre. On a eu 2 votes de résolution, la première en novembre, puis en Assemblée générale en décembre 2023. Ensuite, en 2024, on a commencé à avoir un vrai organisme pour la mise en place, un vrai comité organisationnel pour la mise en place de cette convention cadre. On a eu un certain nombre de sessions qui se sont déroulées en 2024. Le premier, ça a été une session organisationnelle. Donc là, on a décidé de comment est-ce qu'il fallait mettre en place le comité pour initier les travaux. Ça s'est tenu en février 2024. Il y a eu deux sessions, une en avril, puis une seconde en juillet. À l'issue de ces sessions-là, on a abouti à un mandat. On a un comité spécial qui a été nommé pour cette convention cadre. Le vote a été approuvé à 110 voix, contre 8 contre et 44 abstentions. Je vais faire un petit aparté. Il faut vraiment faire attention à l'évolution des votes au niveau de l'Assemblée générale entre 2022 et 2025 actuellement. Parce qu'en fait, initialement, on voit le bloc africain qui vote unanimement pour, les pays d'Amérique latine également, un certain nombre de pays européens également. Et à mesure qu'on avance dans l'élaboration de cette convention cadre et à mesure que cette convention cadre prend réellement forme, on voit de plus en plus un certain nombre de pays soit s'abstenir, soit voter contre. Et j'attire votre attention sur ce point-là parce que c'est hautement politique et on le voit de plus en plus. Au départ, l'Union européenne, chaque pays votait de façon indépendante. Et là, maintenant, l'Union européenne vote en bloc. Et donc, à chaque fois qu'il y a une décision depuis 2024 en Assemblée générale à l'ONU, l'Union européenne vote unanimement contre. Pour l'instant, le continent africain, on est encore unis. Et c'est aussi, j'espère qu'on est là pour ça, définir cette unité, mais aussi travailler à cette inclusivité et travailler à être à la table des négociations. On voit très, très peu de pays africains réellement actifs dans les processus de négociation. Et c'est ce qui fait défaut actuellement, pour la visibilité du continent africain. C'est que plus on est nombreux à participer au débat, plus on tire les débats dans nos directions.
Et quand je dis que l'Union européenne vote en bloc, c'est-à-dire que l'Union européenne va au débat avec un représentant de l'Union européenne et chaque pays de l'Union européenne est présent également. C'est-à-dire qu'on a tout Sarah, tu peux le confirmer, on a toute une équipe européenne qui vient et qui vote en bloc, mais chaque pays va faire ses remarques. Ce n'est pas le cas pour l'Afrique. Pour l'Afrique, on a le Nigeria, le Kenya, le Maroc, on a vraiment l'Afrique du Sud. On a une participation qui est très disparate et c'est là que l'inclusivité chez nous, c'est un outil majeur et c'est un outil majeur que nous devons prendre en compte. Alors, le mandat de ce cadre inclusif qui a été arrêté en février 2024, je vous ai souligné certaines des dispositions clés et certaines des implications. Le mandat de cette convention cadre, c'est qu'il doit avoir une approche universelle. La convention cadre de l'ONU, elle doit prendre en compte tous les besoins et toutes les priorités et les capacités de tous les pays. C'est-à-dire que quand on va décider d'une mesure ou d'une réforme ou d'une mise en place de projets, on devra prendre en compte la difficulté et la complexité de la mise en place de ces réformes, afin que le maximum de pays, et surtout les pays en développement, puissent être en mesure de les mettre en place et de les appliquer, de les implémenter. La deuxième disposition clé, c'est que la Convention cadre prévoit une participation inclusive et effective de tous les pays. Donc là, cette inclusivité, elle permet à tous les pays de participer à un niveau égalitaire à tous les débats. C'est-à-dire que chaque pays membre de l'ONU doit venir participer au débat. On doit avoir, en principe, une délégation par pays qui négocie chacune des dispositions qui va être discutées au sein de la Convention cadre. C'est prévu dans les textes. C'est-à-dire que, contrairement à l'OCDE, où c'est uniquement les pays de l'OCDE qui votent, et encore le système de vote n'est pas très transparent au niveau de l'OCDE, et pour lesquels le cadre inclusif, donc la majorité des pays en développement, ne participe pas au vote, là, la Convention cadre, elle prévoit un même pied d'égalité pour tous les pays. Elle met en lumière et elle met en exergue le droit souverain de chaque État de fixer ses politiques fiscales. Donc la Convention cadre prévoit de ne pas entraver la souveraineté des États. Le quatrième point important, c'est la participation inclusive et la répartition équitable des droits d'imposition entre les États. Donc, on n'est pas sur le schéma pays de résidence, pays de source, comme ce qu'on avait un peu au niveau de l'OCDE. La Convention cadre de l'ONU va essayer au maximum de tirer sur le pays de source, qui est en général plus équitable que la notion de résidence. C'est un peu technique, on peut y revenir plus tard. La cinquième disposition, elle concerne les mécanismes institutionnels. Donc, elle prévoit qu'il va y avoir des dispositions qui vont soutenir les États membres, en particulier les pays en développement, dans le renforcement de leurs capacités. C'est-à-dire que dans le mandat de la Convention cadre de l'ONU, il y a une disposition spéciale qui prévoit un renforcement des capacités des pays en développement. C'est-à-dire que les pays qui sont un peu en retrait auront le droit de bénéficier d'une mise à niveau au sein de cette Convention cadre. C'est absolument crucial pour nous. Ensuite, la dernière disposition qui me paraît absolument clé, c'est l'assistance financière et technique pour les pays en développement et notamment les pays les plus isolés. On parle aussi des îles du Pacifique, mais c'est une assistance financière et technique qui est prévue dans le mandat de la Convention. Ce n'est pas quelque chose qui est à la discrétion de l'ONU ou à la discrétion de l'OCDE de venir faire de la capacity building, capacity building en anglais, je sais, mon français, il est le renforcement des capacités. Voilà, ce n'est pas la discrétion de l'OCDE de dire oui, je vais décider de faire un renforcement des capacités dans cette pays. Là, la Convention cadre, elle le prévoit dans son mandat. Donc, dès qu'un État a besoin d'avoir un renforcement des capacités, il est en mesure de l'obtenir. Alors, il y a eu des négociations en février 2025, donc cette année. On a eu l'élection du bureau de cette Convention cadre. On a donc maintenant un président avec 17 vice-présidents. On a un rapporteur. Chacun de ces présidents, vice-présidents représente chacun des 5 continents. Et on a également l'élection d'un comité intergouvernemental ad hoc, que je vais appeler l'INC. Ce comité intergouvernemental ad hoc, il est ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Donc, chaque État peut décider d'avoir un représentant qui participe à cet INC.
En février, il a été décidé que les décisions prises dans le cadre de cette convention cadre de l'ONU seraient au préférable le consensus avec un vote de bonne foi, sinon un vote à la majorité simple lorsqu'un consensus n'est pas atteint, et une majorité des 2 tiers qui sera requise pour les questions importantes. Et les questions importantes, notamment, en ce moment, on parlera plus tard des protocoles, mais les décisions qui concerneront les protocoles devront être prises aux majorités des 2 tiers. Pour le moment, la priorité a été donnée à la prévention et à la résolution des différends. Ça a été sélectionné comme premier protocole. Donc, le premier protocole, c'est la mise en place de cette convention cadre. Le deuxième protocole, c'est la réglementation, la prévention des litiges et des règlements des différends. Et le troisième protocole a été décidé en juin, et j'y reviendrai un peu plus tard. Je vous expliquerai ce sur quoi portera le troisième protocole. Les points essentiels à retenir cette année, c'est que le 3 février 2025, les États-Unis se sont retirés des débats. Ils ont expliqué que les objectifs de la Convention cadre de l'ONU, elles ne correspondent pas aux intérêts des États-Unis en matière de fiscalité internationale, et donc ils ne participent plus au débat et ils ne participent plus au financement non plus de cette Convention cadre. C'est un élément très important à prendre en compte parce que sans le financement des États-Unis, il y a aussi une problématique de faisabilité qui entre en jeu. Les progrès futurs de cette convention cadre s'articuleront autour de 3 axes. Donc la convention cadre, le protocole numéro 1, le protocole numéro 2, la prévention des litiges et des différends, et le deuxième protocole. Chaque axe de travail sera divisé en groupes de travail. On aura des représentants des Nations Unies qui devront participer à tous les axes de travail et les groupes de travail. Et ensuite, chaque groupe de travail sera dirigé par 2 vice-présidents. Je mettrai un schéma pour expliciter tout ça, ce sera plus clair un peu plus tard. En avril, le 28 avril de cette année, il y a une mise à jour des lignes directrices pour cette convention cadre. Elle a été publiée et ça concerne grosso modo l'élaboration de cette convention cadre et les 2 protocoles qui sont actuellement mis sur la table. Alors, la convention cadre. Elle va interagir évidemment avec les lois nationales, donc elle va établir des normes internationales de référence en respectant la souveraineté nationale au plus possible. Et les États participants devront, eux, harmoniser leurs codes fiscaux au regard de ces nouveaux engagements qui ont été pris dans le cadre de cette convention cadre. Les traités existants... Ah, pardon. Oui, bien sûr. Parce que j'ai beaucoup de slides, Nada. Elle interagit également, cette convention cadre, elle interagit également avec les traités existants. Elle vise à compléter et non à remplacer ces traités qui existent, donc les traités bilatéraux, mais également les traités multilatéraux. Elle offre un cadre unifié qui peut prévaloir sur les dispositions contradictoires si la convention cadre est ratifiée. Elle interagit également avec les autres instruments internationaux, comme par exemple les travaux qui sont menés au sein de l'OCDE, au sein du cadre inclusif. Elle introduira des normes parallèles ou alternatives. Elle essaiera de ne pas entrer en concurrence avec ce qui se fait actuellement à l'OCDE, autant que faire possible. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir des doublons avec les travaux qui sont menés actuellement à l'OCDE. Mais il faut bien prendre en compte qu'il va y avoir des chevauchements qui seront inévitables. Ce qui avait très bien été introduit par Madame initialement, la convention cadre, elle aspire à servir de plateforme inclusive et ouverte. L'objectif, c'est de renforcer l'équité entre tous les pays membres, tout en assurant la coordination avec les instruments préexistants. C'est-à-dire que la convention cadre, elle ne vise pas à remplacer le projet BEPS, elle ne vise pas à remplacer les conventions, les conventions fiscales existantes, elle ne vise pas à remplacer le Code des impôts tunisien, elle vise simplement à construire avec. Dans cette slide, je vous ai illustré l'avant-après. Comme vous pouvez voir dans l'avant, vous avez le système fiscal international actuel avec les règles du pilier 2 et du pilier 1, avec les traités bilatéraux,
les règles d'échange d'informations, le MLI, l'instrument multilatéral, l'action 15 du projet BEPS. Vous avez le MLC Amont A, c'est le pilier 1. Le STTR-MLC, c'est le pilier 2, mais c'est encore autre chose. Vous avez également la convention UN, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a deux types de conventions. On a la convention type OCDE et on a la convention type ONU. La convention ONU a toujours fonctionné en parallèle avec la convention OCDE. Et en général, quand on a deux pays en développement qui négocient entre eux, ils préfèrent utiliser la convention ONU parce qu'elle est plus juste entre les pays en développement. Les pays développés refusent quasi catégoriquement de négocier les termes de l'ONU parce qu'elle est plus prône à utiliser la taxation à la source. Dans le nouveau système qu'on voit, donc, le système avant, vous voyez le cadre inclusif prend en compte un certain nombre d'éléments et de projets qui ont été mis en place par l'OCDE. Avec la nouvelle convention cadre de l'ONU, on a tout ce qui est fait dans le cadre de l'OCDE qui est pris en compte, plus le modèle de convention ONU qui est mis à jour régulièrement également et qui est établi sous l'égide du Tax Committee de UN, qui est totalement séparé de la convention cadre pour le moment. C'est deux comités fiscaux différents. Et le comité fiscal qui est en charge de la mise à jour de la convention ONU, elle sera également dans le champ d'application de la convention cadre de l'ONU. Ensuite, on a également toutes les guidelines qui sont aussi publiées par l'OCDE, mais pas que. L'AMF, la World Bank aussi parfois publie des guidelines sur des aspects fiscaux. Ça aussi, ce sera des choses que la convention cadre prendra en compte. La seule chose qui restera hors du champ de la convention cadre, ce sera toujours la loi, excusez-moi, c'est en anglais, domestic law, mais la loi locale. Et donc là, c'est vraiment conformément à son mandat de toujours respecter la souveraineté des États. Les méthodes de travail. Alors, ce que je vous expliquais précédemment, on a une organisation des travaux en différents types d'intercessions. Vous avez l'INC, donc le comité intergouvernemental ad hoc que j'évoquais précédemment, qui, lui, en assemblée plénière, sera à la dernière instance, qui prendra les décisions finales. Ensuite, vous avez trois différents axes de travail. Vous avez l'axe de travail numéro 1, qui, lui, consiste à développer cette convention cadre, parce qu'il faut la rédiger, cette convention cadre, il faut développer ses termes. Et donc, on a un groupe de travail dédié pour la mise en place de cette convention cadre, le texte de cette convention cadre. On a un deuxième groupe de travail qui, lui, va se focaliser sur l'imposition des prestations de services liées à la digitalisation, tout ce qui est services numériques et tout ce qui tourne autour de la digitalisation. Pardon, c'est l'inverse. C'est les services, la digitalisation. Ensuite, vous avez un troisième groupe de travail qui, lui, ce que j'avais annoncé précédemment, le protocole 2, c'est la prévention et le règlement des litiges. Chaque axe de travail est divisé en deux groupes de travail. Vous avez une task force 1, task force 2. Donc, dans chacun de ces groupes de travail, TF1, TF2, pour chacune de ces axes de travail, vous avez des représentants des Nations Unies qui peuvent participer à ces axes de travail et qui doivent aussi être présents dans les groupes de travaux. Dans chacun des groupes de travail, on a deux vice-présidents. Et en général, c'est toujours deux vice-présidents de régions géographiques différentes. Je vais vous donner un exemple pour un des groupes de travail. On a eu une session organisationnelle de l'INC en février 2025. Suite à ça, on a eu des travaux intersessions, des notes thématiques ont été publiées le 27 juin. Suite à la publication de cette note thématique pour chaque workstream, pour chaque axe de travail, vous avez une note thématique qui a été publiée en juin. Ces notes thématiques, elles sont ensuite discutées en intercession par les différents membres, donc différents pays, mais également les sociétés civiles, également les multinationales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les discussions thématiques, elles sont ouvertes à tout le monde. C'est vraiment
multipartie. On le voit, on a eu des réunions d'information multipartites entre le 30 juin et le 2 juillet, où tous les acteurs de l'économie, les gouvernements, les multinationales, les sociétés civiles participent à ces débats et à la mise en place de chacun des travaux pour chacun des axes de travail. Ensuite, suite à ces débats, on a des contributions des parties prenantes et surtout des États membres. Et là, ça s'est fait entre le 11 et le 21 juillet de cette année. Enfin, pour conclure toute cette charge de travail, il y a eu une assemblée plénière, trois sessions différentes, entre le 1er et le 2 août de cette année. Donc, pour chaque groupe de travail, vous avez des co-responsables. Vous avez par exemple le co-responsable pour la mise en place de la convention cadre, c'est un représentant du gouvernement du Ghana. Pour le groupe de travail concernant les services numériques, c'est une représentante de l'administration fiscale du Chili. Pour ce qui concerne le règlement des litiges et la prévention des différends, on a une personne de la Jamaïque et une personne de l'Allemagne. Je tiens à souligner que pour le règlement des différends et la prévention des litiges, c'est un point important pour les pays développés parce qu'ils veulent absolument mettre l'arbitrage dans une des solutions de règlement des différends. Ils veulent mettre en avant l'arbitrage par rapport aux autres méthodes de règlement des différends parce que c'est un moyen de régler les différends qui les avantage. Et donc, c'est pour ça qu'on a une personne de l'Allemagne. Ça a été aussi politiquement voulu. Donc, une rapide mise à jour de ce qui a été fait pour chacun des volets. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, pour la convention cadre, le premier volet, le contenu de la convention cadre à ce jour, parce que là, elle est en plein processus de rédaction. On a l'introduction. Ils sont en train de développer les éléments structurels de cette convention cadre. Donc, on a un préambule avec des objectifs, des principes et les engagements. On a également un volet important dans le contenu de cette convention cadre, c'est le renforcement des capacités, entre autres. Le troisième élément, c'est les protocoles, le développement des protocoles. Pour l'instant, on a 2 protocoles. Le premier sur les services transfrontaliers dans une économie digitalisée, et le deuxième protocole concerne le règlement des litiges, la prévention et le règlement des différends. Ensuite, le quatrième aspect, c'est l'approche et le calendrier des négociations. On a un calendrier très strict parce que l'objectif, c'est qu'à fin septembre 2027, la convention cadre est finalisée et on a un protocole 1 et un protocole 2 en voie de finalisation. Donc, on a une certaine quantité de travail qui est absolument faramineuse. Je passe. Donc, l'élaboration de cette convention cadre, il y a eu 3 engagements qui ont été pris en août 2025. Donc, dans le cadre de ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a les objectifs, les principes, les engagements. On a 3 engagements qui ont été fixés en août dernier. Le premier, et c'est dans la note point 10F, le projet d'engagement sur la prévention des règlements effectifs des différends. Et là, ça devrait être coordonné avec le volet qui gère le protocole numéro 2. Ensuite, on a le projet d'engagement sur la répartition équitable du droit d'imposition, y compris l'imposition équitable des multinationales. Et on a aussi un programme d'engagement sur le développement durable. Là, ce sont 3 engagements qui ont été arrêtés. En novembre, donc le mois prochain, on a une nouvelle session qui se tiendra. Et là, de nouveaux engagements vont être présentés. Et là, il est discuté des engagements en matière d'assistance administrative, d'échange d'informations, peut-être également aussi l'imposition des hauts revenus. Voilà, mais ça, ce sera décidé en novembre. Le volet numéro 2, c'est tout ce qui concerne l'imposition du numérique. Les problématiques de l'imposition du numérique, je passe parce que je demande de 2 minutes, c'est qu'en fait, les conventions bilatérales, elles sont assez restrictives pour l'imposition des services digitaux. On a pour l'instant l'article 12A, 12B, mais c'est difficile. Les articles 12A et 12B du modèle de l'ONU sont des articles très difficiles à négocier avec les pays développés. En général, il y a des pays qui mettent des croix rouges et qui disent, même si, à part l'Inde, parce qu'économiquement, c'est un pays qui a un pouvoir économique et qui a un pouvoir, du coup, de négociation qui est important,
Mais en gros, c'est très difficile pour un pays comme la Tunisie d'arriver en négociation avec la Grande-Bretagne, par exemple, et de dire « moi, je veux un 12A et un 12B ». En général, c'est très vite refusé dans les négociations. Donc, on a très peu de visibilité de tout ce qui est problématique liée aux services numériques dans les conventions. Le droit national, pour l'instant, il y a très peu de... Enfin, ça commence à se développer, mais il y a peu de pays qui ont une imposition des services numériques. On a quelques pays africains qui sont dans le lead. On a le Nigeria, le Kenya qui ont commencé très vite à prendre des mesures assez intéressantes. La Tunisie a publié quelque chose en 2019, mais qui n'a jamais été appliqué. Donc ça, il faut remettre ça en lumière et rediscuter la réforme parce qu'il y a une perte sèche de revenus à ce niveau-là. Les discussions, elles ont trait aussi aux services qui vont être couverts. Donc, il va y avoir aussi une discussion, des débats sur quelle approche prendre. Est-ce qu'on prend service par service? Est-ce qu'on va plutôt avoir une approche générale, comme ce qui a été fait avec le nouvel article 12AA de l'ONU qui vient d'être introduit? Il va y avoir aussi des débats entre les taux d'imposition, les marges, est-ce qu'on prend du brut, du net? Voilà, toutes ces questions-là sont débattues au sein de ce groupe de travail. Le volet numéro 3, j'ai quasiment fini. Le volet numéro 3, c'est la prévention des litiges et le règlement des différends. Donc, pourquoi est-ce qu'on met en place en avant les règlements des différends? Parce que c'est un point clé en termes de fiscalité internationale, c'est qu'il faut absolument, quand il y a un litige, avoir une procédure de règlement. Des procédures de prévention, c'est essentiel, mais des procédures de règlement claires pour qu'en cas de litige, on puisse arriver à une table et négocier. Et éviter la double imposition pour les personnes concernées. La raison qui justifie que ces travaux ont été initiés, c'est qu'en général, le règlement des différends, c'est chronophage, ça prend énormément de temps. Ça demande une mobilisation des ressources très importante. C'est-à-dire que quand on a un différend, il faut que les administrations fiscales soient mobilisées pour pouvoir trouver un terme à ce différend. Il y a une problématique de sécurité juridique. Et donc, voilà, régler les différends, il y a quand même une notion de stabilité juridique qui est importante à prendre en compte. La prévention des litiges, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'il y a des mécanismes qui existent actuellement. On a l'APP, le Advanced Pricing Agreement, c'est les accords préalables de prix. On voit ça beaucoup en prix de transfert. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est commun dans la pratique tunisienne, mais je sais qu'au Maroc, on a un manuel pour ça et qu'il y a énormément d'APP qui sont pris en compte, qui sont mis en place au Maroc. On a également aussi des systèmes de coopération, de conformité coopérative. Dans la résolution des litiges, il y a différentes options qui sont discutées au sein de ce groupe de travail. On a les procédures amiables, les procédures d'arbitrage, il y a certaines contraintes constitutionnelles, il y a aussi les problématiques qui existent dans les traités d'investissement bilatéraux. Au sein de ce groupe de travail, on essaie de voir sur des modalités de opt-in, opt-out. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une feuille de route avec pour chacun des pays, je choisis de cocher cette case-là, mais pas cette case-là, en fonction de mes capacités, en fonction aussi de ce que moi, en tant que pays, je suis en mesure de mettre en place localement. Enfin, les prochaines étapes concernant cette convention cadre, on a une réunion du 10 au 21 novembre qui se tiendra à Nairobi. Et donc là, c'est pour marquer l'avancement de chacun des 3 volets. Puis on a 3 réunions en 2026. Vous avez les dates. Et l'objectif, c'est qu'à septembre 2027, pour l'Assemblée générale de la 82e session, la convention cadre doit être finalisée. Les protocoles, on n'a pas encore de délai arrêté, mais la convention cadre doit être finalisée en septembre 2027. Donc on a 1 an et demi pour la finaliser. Et pour ça, je le répète encore une fois, on n'est pas dans un débat OCDE où on arrive à la table et tout est déjà structuré, tout est déjà mis en place. Il faut que les pays en développement participent activement à la mise en place de l'agenda, à la mise en place des travaux et surtout dans les discussions concernant les implémentations et la faisabilité. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Madame Mercide, pour cette présentation très claire, très intéressante. Donc, à travers votre intervention, donc, on a pu avoir quelques éclairages sur cette convention cadre
de l'ONU. Donc, vous avez évoqué les prémices des débats, le contexte, la mise en place de cette convention cadre, les résultats, l'actualité. Donc, on est en pleine actualité, donc on vous remercie pour cela. Donc, les méthodes de travail, les engagements de cette convention cadre, mais également, on a compris surtout les failles. Les failles, notamment de la part des pays du Sud. Donc, nous avons compris à travers cette intervention toute la particularité, la singularité de cette convention cadre qui est en fait une recherche, un certain rééquilibrage du pouvoir fiscal mondial qu'on attend tant, en tout cas nous les chercheurs, mais aussi bien au niveau du terrain.